Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Artiste américaine, naturalisée française, résistante, militante pour les droits civiques, Joséphine Baker est la 6e femme à entrer au Panthéon. Emmanuel Macron a choisi celle qui représente la France éternelle des Lumières universelles. Alors que symbolise son entrée dans la nécropole laïque des grands hommes? On va en débattre avec Jean-François Decrène, historien spécialisé dans les lieux de mémoire et auteur de Dictionnaire des gloires du Panthéon. Bonsoir à vous. Merci d'avoir déjà suivi cette spéciale avec nous et de rester avec nous pour le débat. François Durper nous a rejoint. Bonsoir, historien spécialisé des États-Unis. Le dernier livre, c'est sur la culture en temps de la pandémie et c'est aux éditions du Glénat. Roselyne Febvre avec nous, chef du service politique de France 24. Bonsoir Roselyne. Stéphanie. Carole B, ça c'est votre nom d'artiste. Exactement. Merci d'être avec nous. Street artiste, engagée, féministe. Merci, et vous exposez à la piscine Joséphine Baker pour l'exposition Joséphine Baker au fil de l'eau. Exposition donc qui a lieu jusqu'au 31 décembre. On va revenir sur cette cérémonie, une cérémonie qui a duré 1h30, qu'on a suivi bien sûr en direct sur France 24. Emmanuel Macron a pris la parole. On l'écoute. Vous entrez dans notre Panthéon parce que vous avez aimé la France. Parce que vous lui avez montré un chemin qui était le sien véritable, mais dont elle doutait pourtant. Vous entrez dans notre Panthéon parce que née américaine, au fond, il n'y a pas plus française que vous. Jean-François Decrène, je démarre par vous parce que vous êtes le spécialiste des panthéonisations. Qu'est-ce qu'il y avait de différent cette fois? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette entrée de Joséphine Baker? C'est à la fois, on est à la fois dans la continuité, dans la différence. On est dans le en même temps. Très macronien, donc. Oui. Okay. Je ne suis pas surpris, comme peuvent l'être beaucoup de Français, sur le fait que le discours soit un discours politique. La panthéonisation est un acte politique. Et c'était un discours politique, pourquoi? Parce qu'il a parlé de la nation fraternelle à un moment où un peu décisif. Le rôle du Panthéon est d'accueillir une valeur exemplaire de l'unité nationale. C'est le critère de panthéonisation. Le président cherche à rassembler le maximum de gens, sans doute d'électeurs, pour sa future réélection. D'où les mots de fraternité, d'où les mots d'universalité. Roselyne, justement, il y avait un discours très politique, un jour où en plus Éric Zemmour se présente comme candidat. Tout à fait. Officiellement. C'est pas par hasard. Il y a toujours chez Emmanuel Macron la notion de héros positif, de l'esprit de résistance et surtout de l'émancipation. Et on va dire que Joséphine Baker a ces trois aspects-là. Sur la résistance, bien sûr, l'émancipation, puisque une femme qui arrive à s'émanciper tout bonnement. Et puis, c'est quelqu'un qui choisit la France. Donc tout ça, ce sont des valeurs pour Emmanuel Macron qui permettent de nourrir un roman national, alors que vous venez de le dire très justement, ce matin, Éric Zemmour raconte une toute autre histoire, un peu une histoire qui sent un peu la naphtaline, c'est-à-dire tout le contraire de quelqu'un qui choisit la France, quelqu'un qui est lumineux, généreux, et un Zemmour qui regrette une France passée, qui dit en quelque sorte, pour résumer, c'était mieux avant. C'est Emmanuel Macron contre les extrêmes. Je dirais c'est Pétain contre Joséphine Baker. C'est-à-dire c'est la France un peu moisie. Peut-être je suis un peu dure, mais la France un petit peu du passé, avec la France la vision que voudrait Emmanuel Macron d'une France plus ouverte, plus cosmopolite, sans en enlever les fractures qui existent, bien sûr, et pas de faire d'un monde de oui-oui une France qui a aussi ses fractures. Mais ce qu'on peut révéler, on va dire, de plus lumineux dans notre pays. François Durper, vous qui êtes spécialiste de l'histoire américaine, juste un mot, il dit, Emmanuel Macron, elle incarne la nation fraternelle, grande nation et sans peur, née américaine, il n'y a pas plus française que vous.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous avez parlé du contexte électoral. Dans 4 mois, on vote en France. Et on s'adresse aux femmes, c'est la majorité du corps électoral. On s'adresse aux minorités. C'est la première femme noire au Panthéon. Et vous savez que Joséphine Baker disait « Mes parents sont martiniquais ». C'est pas vrai, mais c'est la légende. Joséphine Baker, elle était partout chez elle. Elle disait « J'ai du sang arawak, mes parents sont martiniquais ». Et on s'adresse finalement à tous. La femme qui, en 63, était aux côtés de Martin Luther King, mais la femme qui, en 68, est aux côtés du général de Gaulle. Elle n'était pas du tout pour mai 68, elle était extrêmement patriote, d'ailleurs, à pardonner tout à la France. Et c'est l'ambivalence de Joséphine Baker. Joséphine Baker, on dit figure féministe, figure antiraciste, oui, mais aussi, elle diffuse aussi un certain nombre de stéréotypes de sexualisation du corps de la femme noire. Alors, elle le détourne, on dit, par ses grimaces, etc. Mais c'est là quand même, elle n'a jamais critiqué la colonisation française. Jamais. Pourquoi? Ça, il faudra un psychanalyste, parce que la France, et même plus que la France, Paris, elle arrive au Havre, elle a envie de repartir. Elle dit je dois tout à la France. Elle doit tout à Paris. Et juste d'un mot, à l'intérieur les quatre terres, donc vous avez parlé, la terre de Monaco, la terre de Saint-Louis, la terre de Paris et la terre de Dordogne. Dans le cénotaphe, justement. Ce multi-enracinement, évidemment, le jour où Zemmour dit la France est un peu mono-identitaire, dire je suis multi-enraciné, c'est évidemment un sens très très profond pour le président de la République, et on fait donc de Joséphine Baker cette figure anti-zémourienne, mais ça va bien au-delà, parce que quand le prochain président sera élu, ou la prochaine présidente, Joséphine Baker, elle sera toujours au Panthéon, et pour les générations futures, et c'est ça qui était réussi, je ne sais pas si Jean-François est d'accord, c'est que pour la première fois peut-être, la commémoration française n'était pas moisie. On a vu quelque chose de l'ordre de la conjonction entre le commémoratif et l'entertainment. Ça, les Nord-Américains savent le faire. Nous, en France, on a plus de mal, mais là, c'était réussi. Là, on l'a fait, Jean-François Decrène. D'ailleurs, on ne sait pas si j'étais un peu nostalgique, peut-être, de l'ancienne façon. Non, non, pas du tout. Plus traditionnelle. Pas du tout, parce que la tradition est suffisamment vague pour pouvoir être transmise sans naphtaline. Elle était transmise sans naphtaline, en tout cas, Je rajouterais juste qu'il lui a fait un beau cadeau, Zemmour, à Emmanuel Macron. Absolument. Parce que c'était décidé depuis juillet, cette panthéonisation. Et aujourd'hui, ça tombe à pic pour donner cette vision de la France que lui veut nourrir depuis longtemps. Donc ça porte encore plus le message, vous pensez, d'un point de vue politique? Que Zemmour fournit à Macron un cadeau formidable. Carole B, alors vous êtes artiste, et ça fait 3 ans que vous mettez Joséphine Baker en avant dans vos œuvres. Vous exposé à la piscine Baker, Joséphine Baker au fil de l'eau. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie et quelle artiste était-elle? Est-ce que c'était aussi, d'après ce que j'ai entendu dire, la Beyoncé de l'époque, la Beyoncé des années folles? Justement, Beyoncé, c'est un bon comparatif, puisque lorsque j'anime parfois aussi des sessions d'ateliers pochoirs avec les jeunes, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser Joséphine Baker, je leur dis, voilà, vous connaissez Beyoncé? Voilà. C'était la première Beyoncé. Et c'est vrai que c'était la première star noire internationale. Et c'était aussi la première star noire à laquelle on avait envie de s'identifier. En mettant du Baker Fix, du Baker Oil pour avoir la pommade comme elle, les cheveux courts comme elle. Donc c'est vraiment... Mais ça fait partie des stéréotypes aussi. Ça a été critiqué également. Quand bien même c'est partie des stéréotypes, on lui doit quand même bien ça, puisqu'elle a participé à la reconnaissance des Noirs qui n'étaient pas que des sauvages africains, en fait. Ça pouvait être des figures qui étaient vraiment mise en lumière sur scène, en fait. Et là, ce côté marque aussi très... Alors, c'est son mari qui lui dit, tu peux décliner en produits dérivés. Et elle se souvient de ce qu'on fait aux États-Unis. Et elle dit, mais je peux décliner la marque Joséphine Baker. Je suis capable de vendre plein de marques dérivées. Vous voyez Joséphine Baker de dos, vous la reconnaissez. Vous voyez une ceinture de banane. Et vous voyez une ceinture de banane. Aujourd'hui, tout le monde essaie de faire ça. Quelle est ma ceinture de banane? Comment je peux m'identifier auprès du public de manière aussi simple, finalement simpliste? Enfin, à l'époque, c'était le stéréotype même du colonialisme. C'est l'ambivalence de Joséphine Baker. C'est à la fois cette figure féministe qui sexualise le corps de la femme, qui présente un corps exotisé, mais en même temps, c'est cette résistance extrêmement radicale. Quand on compare les dirigeants américains à des nazis, elle était fichée par le FBI. Et en même temps, il y a effectivement ça de l'ordre de cette ambivalence, parce que la France, elle n'est pas capable de la critiquer. Et pourquoi elle n'est pas capable de la critiquer? Parce que dans sa petite enfance, Saint-Louis, vous l'avez décrit, je pense, dans votre émission, quand elle naît à Saint-Louis, dans la misère, mais les enfants qui naissent dans la misère, ils connaissent pas la richesse, donc c'est pas ça le plus cruel. Le plus cruel, c'est l'abandon, plusieurs fois de sa maman. Et quand elle découvre
une première fois le music hall, le théâtre. Elle arrive dans ce théâtre et tout d'un coup, elle est adoptée par le public. Ça, c'est une première reconnaissance, une première adoption. Quand elle parle de la France, elle dit la France m'a adopté. Et la France, c'est ma mère. Et je critique pas ma mère. Et c'est vrai qu'en France, effectivement, pendant les années folles, eh bien, on pouvait, lorsqu'on était une artiste noire comme elle, aller dans les music halls, aller dans les bars, ce qui n'était pas le cas du tout aux États-Unis. Avec des garçons blancs. Et sortir avec des garçons blancs. Ça n'en est pas privé. Et c'est vrai que Joséphine Baker cultive des paradoxes, mais se sert justement de certains éléments qui sont vus comme racistes, comme la fameuse ceinture de banane, pour pouvoir justement se mettre en avant, en fait. Elle les détourne, ces stéréotypes. Et c'est ça qui fait vraiment la force de Joséphine Baker. Alors on va voir Joséphine Baker quand elle explique les raisons pour lesquelles elle est devenue résistante. Ça, c'est l'autre partie, bien sûr, de l'autre vie de Joséphine Baker, parce qu'elle en a eu plusieurs, bien sûr. Explorer les images d'archives de Joséphine Baker, c'est aussi se replonger dans la Seconde Guerre mondiale et la Résistance. Star à la renommée internationale, elle avait ses entrées partout. Une notoriété que Joséphine met au service de la France libre. Il n'avait qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheureux. Jean-François Decrène, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de Joséphine Baker, la résistante, mais c'est vrai qu'elle a eu donc 5 médailles, il faut le dire, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palme de bronze, médaille de la résistance, médaille commémorative des services volontaires de la France libre et médaille commémorative française de la guerre. C'est vrai que ça fait beaucoup. En tout cas, elle souhaitait une médaille pour montrer qu'elle était au combat et pas seulement justement une espionne. Elle a été reconnue. C'est pour ça qu'elle a tant de médailles. Mais à travers elle, tous les combattants de couleurs, parce que là, en l'occurrence, le fait qu'elle soit noire était importante pour la résistance elle-même. On oublie trop souvent que... Pourquoi ? Parce que la plupart des volontaires dans l'armée Leclerc étaient soit des étrangers, soit des Noirs. Il fallait qu'ils soient reconnus. Ils ont été reconnus à travers elles, plus les femmes qui se sont engagées volontairement auprès du général de Gaulle, alors que la France, à une certaine époque, était neutre, puis collaborationniste. Important, c'est de ces femmes. Alors il ne faut pas réécrire l'histoire. C'est pas une Française libre. Elle n'a pas pu être une Française libre. Elle en a pas tous les critères en quelque sorte. Elle n'a pas eu la Légion d'honneur pour mérite militaire non plus. Mais elle a cette importance dans la résistance. D'abord, c'est pas une résistante de la première heure. C'est une résistante d'avant la première heure, puisque elle reçoit le commandant Apté chez elle au Vésinet au moment de la déclaration de guerre, avant que l'armée française ait perdu, et elle lui dit que ça se passe bien ou mal, je veux travailler pour les renseignements français. Et elle dit pourquoi. Elle dit... les Parisiens et les Français m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai déjà donné mon cœur et je suis prêt à leur donner ma vie. Et donc il va y avoir 2 périodes. La première période, d'accord, les Allemands ne la connaissent pas comme espionne, donc elle va pouvoir faire passer des messages. Peu de choses dans les archives militaires, on sait peu de choses d'elle. Alors on a peut-être un peu réécrit des choses dans les partitions, elle faisait passer des messages. C'est difficile de l'établir historiquement. Et puis la deuxième période, elle a surtout été l'ambassadrice du général de Gaulle auprès, par exemple, des dirigeants qui hésitaient entre Giraud et de Gaulle. Beaucoup espionné les Américains. C'est pas uniquement un espionnage des Allemands. Elle a beaucoup espionné les Américains pour le compte du général de Gaulle. Elle a choisi de Gaulle, bien sûr. C'est ça aussi, le message politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Il a choisi Joséphine Baker. Il n'a pas choisi Gisèle Halimi, par exemple, qui était justement la féministe anti-avortement. Parce que Joséphine Baker était gaulliste et ne critiquait pas la France. C'est vrai que là, c'est effectivement encore là très politique, puisque c'est à viser de son électorat. C'est vrai que Gisèle Halimi, en plus, l'avortement, on sait que là, vous le savez, le Parlement a proposé de passer de 12 à 14 semaines pour le délai d'IVG, et on sait bien que Emmanuel Macron récuse totalement cette idée-là. Il a laissé faire le groupe.
groupe, c'est-à-dire Christophe Castaner, mais on voit bien que ce ne sont pas ses idées. Donc voilà, il est clair que Joséphine Baker, c'est un symbole à la fois sur l'avenir. Vous parliez du général de Gaulle, il y en a d'autres aussi. Alors, Emmanuel Macron ne se prend pas pour le général de Gaulle, mais en tout cas, il vient en continuité. Oui, il vient en continuité dans les actes. Et Éric Zemmour, aujourd'hui, était dans une sorte de copier-coller d'un truc qui n'avait aucun sens, qui était l'appel du 18 juin, avec un micro qui ressemblait étrangement à celui du général de Gaulle à Londres, mais en lisant son texte. Mais quand on est à la télé, on ne regarde pas son texte. Quand on est à la radio, on peut lire un texte. Donc tout ça était un petit peu incohérent. Donc voilà, c'est effectivement deux visions. Tous les politiques aujourd'hui parlent de l'héritage, en tout cas se revendiquent gaulliste, ou en tout cas tout le monde dans le sillage du général de Gaulle. C'est une figure gaulliste, c'est une figure qui plaît à la droite et qui plaît à la gauche, qui plaît à tout le monde, aux côtés de la LICRA. C'est une valeur commune. Exactement. Et donc c'est une figure consensuelle. À 4 mois des élections, il vaut mieux avoir des figures consensuelles. Et on incarne la France libre, même si elle n'est pas combattante de la France libre. On incarne la résistance. Vous l'avez bien dit. À midi 3, Éric Zemmour nous dépeint une France, vous l'avez dit, moisie, c'est-à-dire voilà. Et là, on a une résistance incarnée, et on n'oublie pas, comme le disait Jean-François, que la France libre, c'est Londres, mais c'est d'abord Brazzaville. Et donc là, on a une résistance incarnée avec des figures, effectivement, des personnes noires qui combattent pour la France libre. Éric Zemmour avait justement, pardonnez-moi, je vais vous faire réagir juste. Éric Zemmour, Roselyne, avait décidé donc de déclarer sa candidature aujourd'hui. C'était prévu depuis longtemps? Non, il y avait des dates qui circulaient. Son meeting est le 5 au Zénith. Et on parlait du 2 parce que c'était l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Et donc c'était un petit clin d'œil à Napoléon. Mais le coup d'État. Pardon, ouais, voilà, en plus. Mais je crois que sa campagne s'enrayant un peu, enfin sa pré-campagne, puisqu'il s'est, voilà, on ne savait pas s'il était candidat ou non. Ça s'est quand même mal passé à Marseille, où il y a eu ce fameux doigt d'honneur. Et puis ça a commencé à se gâter pour lui sur le Bataclan, où il vient critiquer le président de la République, l'ancien président de la République, François Hollande, en venant critiquer sa responsabilité dans un moment de douleur et un moment de recueillement qui n'est pas du tout, qui n'a pas sa place pour la polémique. Donc il aurait accéléré ? Donc il aurait peut-être accéléré, et puis peut-être que lui aussi se dit, je vais montrer une autre vision de la France. Macron panthéonise une femme afro-américaine, franco-afro-américaine, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas qui a choisi la France. Peut-être que Zemmour, lui, veut donner une autre image, en tout cas de sa vision de la France. Mais là, c'est plutôt mal joué, parce que Joséphine Baker, on l'a vu même dans l'hommage, c'est une figure de la ruralité française, également les grands-mères françaises, qu'elles soient de n'importe quelle origine. Et il y a Joséphine Baker dans le panthéon français, et ça c'est très important, c'est une figure du showbiz. Vous avez vu un peu ce tapis rouge absolument incroyable que vous avez sans doute commenté. Généralement on fait rentrer Zola, on fait rentrer Hugo, il y a ce côté extrêmement solennel. Et là tout d'un coup il y a le côté showbiz. Elle a eu ce rôle-là aussi de dépoussiérer le showbiz au moment où Mistinguett de l'autre côté chante Paris est blonde. Elle chante un Paris cosmopolite et un Paris qui ouvre ses bras. Carole, grande rivale de Mistinguett d'ailleurs. Exactement, le message de Macron, c'est... Elle a choisi la France. Elle a choisi la France, exactement. Née américaine, elle a choisi la France. Il n'y a pas plus française que vous, hein. C'est tout de même ce qu'il a dit, Carole B. Oui, donc justement, je reviens à ce que vous disiez sur Gisèle Halimi. Alors c'est vrai que Gisèle Halimi est aussi méritante que Joséphine Baker, mais avec l'entrée en panthéon de Joséphine Baker, on s'adresse à tout un pan de la population qui se sentait jusqu'à présent déconsidérée, à savoir les descendants afro-américains dont j'en fais partie, comme je suis d'origine antillaise, qui composent aussi la France. On a beaucoup tendance à l'oublier. Donc elle les représente. Aussi les immigrés, parce que la France, c'est aussi une bonne partie de l'immigration, notamment issue de la colonisation ou de la décolonisation. Et, vous vous sentez incarné par Joséphine Baker. C'est quelqu'un qui peut vous inspirer dans votre identité même. Tout à fait. En fait, elle montre qu'en sortant d'une couche sociale assez basse, à force de travail, on peut s'extraire. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est son patriotisme, en fait. Elle a beau être noire, étrangère, elle
elle est quand même à 200% patriote. Et ça, c'est quelque chose de formidable et un très bon exemple pour les personnes qui sont en quête d'identité, qui se posent des questions sur... Oui, et puis l'idée de l'émancipation aussi, c'est très, très cher à Emmanuel Macron, l'idée de l'émancipation. Jean-François Decrano, est cher à Emmanuel Macron, justement, cette idée d'émancipation, cette incarnation de l'unité de la nation fraternelle. C'est pour ça qu'il a raison de se rattacher à la tradition gaulliste. On peut prendre Félix Éboué. Félix Éboué ne connaissait pas le général de Gaulle lorsqu'il l'a rallié. Joséphine Baker rallie la France. C'est cette France cosmopolite qui est dénoncée par le dernier candidat. Vous le citez pas. Voilà, moi, j'en ai le souffle coupé. On réécrit pas l'histoire avec une gomme comme peut le faire le candidat dont je ne citerai pas le nom. Parce que je l'ai... Éric Zemmour, je le cite à votre place. Mais... Parce que je l'ai déjà oublié. Qui réécrit l'histoire. Voilà, il réécrit l'histoire à sa manière, en récupérant tout et n'importe quoi de ce qu'il souhaiterait que la France soit. La France, elle est aussi ultramarine. Le Panthéon le prouve avec tous les panthéonisés de couleur noire. Joséphine Baker. On a dit Joséphine Baker toute la journée parce qu'elle est américaine. Les Français l'appelaient Joséphine Baker depuis les années 30. Et elle s'appelait comme ça. Et elle disait, ça me va tout à fait, appelez-moi Joséphine Baker. Alors là, Zemmour aimerait bien, mais c'est quand même pas ses idées. Mais elle disait, effectivement, la France m'a tellement donné, elle avait cette reconnaissance tellement importante qu'elle voulait même jusqu'à franciser son nom. Et quand vous écoutez son discours de 1963, juste avant celui de Martin Luther King, c'est assez étonnant, elle a un accent français. Alors qu'elle est américaine. On va voir d'ailleurs ces images de cette marche pour les droits civiques. Elle y participe à Washington le 28 août 1963 auprès de Martin Luther King. Elle a 57 ans à l'époque. Elle porte l'uniforme des forces françaises libres. Et c'est toutes ces décorations d'ailleurs. Martin Luther King dans sa lutte pour le... C'est les capitaines de l'armée française, mais c'est pas les... Oui. Là, on ne voit, il n'y a que les images, on n'a pas le son, mais enfin, on voit bien ces images justement de Joséphine Baker qui était retournée dans son pays pour incarner cette marche des droits civiques. François Durper, c'était important pour elle justement, elle est née américaine, elle choisit la France, mais elle retourne aux États-Unis pour justement se battre pour l'égalité. Elle est incapable de critiquer la France même quand elle est colonialiste. En revanche, elle critique les États-Unis à fond. En 1951, elle arrive à Miami et on la demande partout, c'est quand même une star internationale. Et donc, elle dit, moi, je ne me produis pas devant un public blanc. Il faut que le public soit mixte. Alors, le directeur du club dit, je vais vous doubler votre cachet. Il dit, non, ça ne me convient pas. Je le triple. Vous n'avez toujours pas compris, ce n'est pas une question d'argent. D'ailleurs, l'argent, à s'en ficher, on le sait bien. Et donc, elle impose un public mixte en 1951 à Miami. C'est-à-dire 3 ans avant 1954, l'arrêt de la Cour suprême sur la déségrégation scolaire. Donc il y a une anticipation comme ça très forte, et du coup elle rentre dans le cœur des Afro-Américains. C'est pour ça que Martin Luther King, c'est la seule femme invitée en 1963. Elle a ce fameux discours. Seule femme invitée parce que c'est assez patriarcal finalement ces marches. Martin Luther King, le pasteur, et là tout d'un coup il y a cette femme qui prend la parole. On n'est pas dans l'intersectionnalité à l'époque, effectivement. Il y a un combat des hommes noirs pour la défense des droits civiques, et les femmes pour l'instant n'ont pas leur mot à dire dans ces mouvements qui sont en train d'émerger. Et elle, figure internationale, elle arrive à faire ce discours très très simple, très très fort. Elle parle de Saint-Louis, elle parle des émeutes de Saint-Louis, elle parle de sa vie. Et puis elle dit, moi j'ai une grande bouche, et quand Joséphine Baker parle, le monde entier écoute. Roselyne, le monde entier écoute. En tout cas, Emmanuel Macron a utilisé bien sûr ce symbole de lutte contre les droits civiques. Il faut rappeler le contexte aux États-Unis tout de même, l'assassinat de George Floyd par un policier blanc, le Black Lives Matter. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il ne va pas déboulonner de statut. En revanche, il utilise tout de même cette histoire récente aux États-Unis. Alors oui, et je voudrais juste rajouter que chez Joséphine Baker, le fait d'être noire, c'était pas seulement l'histoire d'une couleur de peau, c'était une question de liberté également. C'est-à-dire, je suis une femme libre. D'ailleurs,
même dans sa personnalité, quand elle dit « j'ai deux amours », la France et Paris, elle a beaucoup d'amour. C'est les hommes et les femmes. Voilà. Donc, c'est vraiment chez elle une question de liberté. Voilà ce que je voulais rajouter. Et sur, effectivement, sur George Floyd, vous me dites, votre question, pardon. Vous étiez sur Black Lives Matter, le fait qu'il utilise en fait cette histoire américaine récente pour la mettre en avant, tout en disant qu'il ne va pas débouillonner de statut, Emmanuel Macron, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Non, oui, sur le wokisme, etc. Non, il n'est pas du tout là-dedans. Il est vraiment dans des figures héroïques, des figures qui ont une valeur, et en tout cas qui prônent ces valeurs pour, en tout cas, vu de son côté, d'une valeur positive, qui sont à la fois universelles. Et ce qui est Joséphine Baker il y a 30-40 ans, c'est ça peut être le même combat qu'aujourd'hui, sans cette négation aujourd'hui Sur sa couleur de peau, c'est très important quand même, parce que elle est en France aux États-Unis, elle se grime. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a le blackface et elle est claire de peau. Elle ne correspond pas au stéréotype du blanc qui vient regarder un spectacle noir. Donc elle est obligée de se grimer lorsqu'elle est à Broadway. On l'appelle Pinky, c'est-à-dire qu'elle est pas suffisamment noire. Quand elle arrive à Paris, elle a cette liberté aussi, j'allais dire coloriste. C'est-à-dire qu'elle est Joséphine Baker telle qu'elle est, avec son métissage, elle ne connaît pas son papa, mais elle peut s'exprimer aussi dans son épiderme. On va l'écouter d'ailleurs cette chanson, enfin un petit extrait de J'ai deux amours, mon pays et Paris, qui est vraiment la chanson qui symbolise Joséphine Baker, qui était d'ailleurs jouée au Panthéon. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Oui, Carole B, donc trop blanche dans un monde de noir, trop noir dans un monde de blanc, c'est vraiment la métisse. Oui, absolument. Mais après, voilà, si elle était aussi bien accueillie en France, c'est parce que, il ne faut pas l'oublier, à cette époque-là, il y avait une célébration de l'art nègre, donc ça créait déjà un terrain favorable à son accueil. Et à mon avis, aux États-Unis, même si peut-être il y avait déjà un petit engouement pour cet art-là, ce n'était pas aussi fort qu'en France. Donc c'est pour ça qu'elle a pu être aussi bien accueillie, faire venir avec elle les cultures noires, notamment, je pense à la musique, le Charleston. Et ça a vraiment contribué à son installation, son ancrage dans le panorama dans ce cabaret qu'on appelait la Revue Nègre. Juste, attends, je veux revenir sur ce qu'a dit, pardon, je voudrais terminer avec Carole B, pardon, François. Rokhaya Diallo a dit, elle a écrit une tribune dans le Washington Post, c'est pour ça que je voudrais tout de même, parce qu'il y a un débat politique derrière, elle dit ce sont des bananes lourdes à porter, alors que, voilà, elle dit contribuer à véhiculer le mythe de l'œuvre coloniale républicaine. Elle n'a jamais pris position contre la colonisation française. Donc, par exemple, ça gêne Rokhaya Diallo. Oui, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir soutenu tous les combats aussi. Enfin, c'est pas une super-héroïne, elle ne peut pas non plus endosser tous les combats. Elle a déjà combattu contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle a combattu aussi elle était pour un monde d'égalité, d'entente entre toutes les religions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fait venir des enfants de différents pays avec différentes religions et elle les a élevés dans leurs religions respectives. La tribu arc-en-ciel. Voilà, exactement. Mais on est dans un concept de fraternité, d'universalité. Enfin, justement, on n'est pas dans le wokisme, on n'est pas dans l'identité. Sa ceinture de banane, en fait, elle ne la prenait pas comme les gens peuvent le voir, comme quelque chose de très tribal, africain, exotique. Non, pour elle, c'était vraiment des espèces de trophées. Enfin, le percevait d'une autre façon. Cette ambivalence, elle existe, et Rokhaya Diallo, de mon point de vue, a raison de préciser les personnages historiques qui sont leur ambivalence. Et c'est pour ça que je disais que Joséphine Baker a été incapable de critiquer la France. Parce que la France est sa mère. Encore une fois, il faut comprendre sa vie. Et quand elle arrive à Paris, vous avez raison de préciser, Carole B, qu'il y a le renouveau de Harlem. Donc ça veut dire, sur le plan artistique, Broadway, Harlem, dans les années 20, c'est quelque chose d'extraordinaire
extraordinaire pour les Afro-Américains. Sauf que sortis des théâtres, c'est la ségrégation, y compris à New York. Il n'y avait que des Noirs dans ce théâtre d'Harlem. Et c'est le fameux mot en haine qu'ils s'entendent dire plusieurs fois par jour. Quand elle arrive à Paris, elle reçoit... En fait, elle se dit, mais c'est pas que artistique. Dans mes amitiés, dans mes intimités, les gens se rencontrent et elle pense que la France c'est Paris. Elle chante toujours Paris, mais la France c'est pas seulement Paris, c'est un empire colonial avec des dominations, avec des ségrégations, avec des discriminations. Et ça, elle ne peut pas le voir en tant que femme qui est accueillie pour la première fois. Elle dit je suis adoptée. Et je suis adoptée. Il y a un amour charnel pour la France qui l'empêche de voir les défauts français. D'où l'ambiguïté. Puis aussi, il faut se mettre à sa place, justement. Passer de cet univers où aux États-Unis, on l'a déconsidérée parce qu'elle était noire, et en France, elle est quand même traitée quasiment à un égal d'un ou d'une blanche. Ouais, c'était énorme, c'est énorme. Donc c'est difficile après de venir cracher dans la soupe et dire que c'est pas assez, ou vous en faites pas assez pour les autres noirs. Donc il faut aussi se remettre à sa place et aussi dans le contexte. Jean-François de Crenay, très macronienne finalement, cette Joséphine Baker, telle qu'on la présente. Elle est surtout très française. Elle n'a pas dénoncé le colonialisme, mais il y avait des députés noirs à l'Assemblée nationale qui critiquaient la politique coloniale sans dénoncer le colonialisme. Il faut se resituer aussi dans une époque où l'émancipation des colonies françaises va n'arriver qu'en 1960 avec le général de Gaulle. On ne peut pas lui reprocher. René Maran, en 1922, qui a le premier prix Goncourt noir de l'histoire de la littérature française. Elle arrive dans ce contexte-là. Il faudra attendre un siècle pour avoir un Sénégalais de nouveau prix Goncourt. René Maran critique le colonialisme, mais avec tellement d'ambiguïté, il est administrateur colonial. Donc, je ne dis pas que les ambiguïtés, il n'y a que Joséphine Baker qui les a portées. Bien sûr. Elle croit à ce projet d'émancipation français. La lutte contre le racisme, en tout cas, c'est aussi symbolisé par cette tribu arc-en-ciel. On a un petit peu parlé 12 enfants adoptés aux 4 coins du monde. Emmanuel Macron a bien sûr fait allusion dans son discours, ce château des Milandes en Dordogne. On va écouter un extrait justement de l'interview de son fils, Brian Bouillon, une interview réalisée par Sonia Patricelli, un petit extrait. Quelle mère était Joséphine Baker ? Ma mère était une mère aimante, protectrice, mais pas très rock'n'roll. Ma mère était conservatrice au niveau de l'éducation. Vous en gardez quel grand principe de vie ? C'est d'abord d'être vis-à-vis d'autrui, d'être ouvert, d'être tolérant, d'être simple et si possible généreux. Ouverture, tolérance, générosité, Roselyne. Oui, mais ce que me disait François, ça marchait aussi à la baguette. Ça marchait à la baguette. J'apprends la tolérance, mais pas toujours de manière extrêmement laxiste. C'était vraiment une éducation très forte. Elle s'est battue. Dans les années 50-60, son projet, c'est de sauver son château des Milandes. Milandes est prononcé en français. Et pourquoi ? Parce que c'était pas seulement des murs, c'était un projet pédagogique. Elle dit, à partir du moment où je vais pouvoir éduquer des enfants de tous les continents. Alors combien de nationalités ? Japonais, Colombie, Finlande, France, Algérie, Côte d'Ivoire. Autant que d'enfants, 12. 12 enfants. Et donc, elle avait ce projet-là en disant, si j'arrive à les éduquer, il n'y aura pas de haine. Et je vais montrer qu'en éduquant les peuples de manière mélangée, de manière mixte, eh bien, il y a un projet de paix, d'amour et de fraternité et de sororité mondiale. Voilà le projet de Joséphine Baker. Et voilà pourquoi elle reste enfermée dans sa cuisine quand son château est vendu, parce qu'elle se dit, cette école, cette université que j'ai en tête, je dois faire advenir ce projet qui est le projet de sa vie. Parce qu'elle a été mise dehors, il faut le rappeler, totalement ruinée, et elle a dû donc abandonner. Par Monaco, par la grâce de recueillie à Monaco. Vous savez, qui l'a pris sous son aile et qu'elle a fini par acheter la villa à Monaco. Pourquoi il y a une partie de la terre de Monaco dans son tombeau. C'est très, très important pour elle. Grace Kelly, elle aussi américaine, qu'il avait rencontrée plusieurs années plus tôt, notamment dans ce café où elle a attaqué ce café parce qu'elle était discriminée, on ne la servait pas. Et donc ces deux femmes étaient restées en contact depuis.
Et du coup, elle reste inhumée donc, à Monaco, puisque là, c'était un cénotaphe qu'on a vu pendant toute cette cérémonie, parce que sa famille pensait que c'était mieux, effectivement, qu'elle reste à Monaco. Carole B., ça vous inspire justement cette utopie qu'incarne cette famille, cette tribu? Je sais que vous allez dans des écoles, parfois dans des associations, justement, faire des ateliers auprès des enfants, et vous parlez de Joséphine Baker. Donc, en fait, quel héritage pour ces enfants, pour ces jeunes? Le principal héritage, je dirais, le vivre ensemble. Parce que justement, le débat politique maintenant est autour de l'identité nationale, le communautarisme, tout ça. Et en fait, Joséphine Baker, par son projet de cette tribu arc-en-ciel, en fait, elle démontre que l'on peut vivre ensemble malgré les différences de peau, de couleur, de religion, de pays. Et en fait, ça fonctionne. C'est ce que vous leur dites, justement, à ces jeunes, à ces enfants, quand vous les voyez? Absolument, absolument. D'ailleurs, en général, dans mon travail, j'aime beaucoup utiliser la devise française, parce qu'en fait, comme je suis plutôt féministe, j'aime bien, je trouve que la devise française porte en elle les aspirations universelles des femmes. Donc souvent, je remplace fraternité par féminité, mais Joséphine Baker, c'est la seule avec laquelle je peux garder fraternité, parce qu'elle a incarné chaque mot dans sa vie, en fait. Chaque valeur de la devise a été incarnée dans sa vie. Et fraternité, pour moi, c'est la chose la plus forte. Mais est-ce que c'est vraiment une féministe, Joséphine Baker? C'est plutôt une femme libre, iconoclaste? Alors, je sais pas. Féminisme d'aujourd'hui? Je pense pas qu'elle se revendiquait comme féministe, mais la façon dont elle a mené sa vie, la liberté avec laquelle elle a prise pour mener sa vie artistique et personnelle, et même sexuelle, font d'elle que c'est une femme qui s'était libérée des carcans, et en cela c'est une féministe. Voilà, elle a un comportement féministe sans spécialement devoir porter un panneau en disant je suis féministe. Parce que c'est vrai que les féministes ont plutôt défendu la candidature, justement pour revenir, de Gisèle Halimi plutôt que celle de Joséphine Baker, François Durper. Alors c'est évidemment, elle porte. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Aujourd'hui, on l'a dit libre. Dans les années 30, beaucoup la disaient légère. Qu'est-ce que c'était que cette femme qui avait plein d'amants, qui ne s'en cachait pas. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est la liberté. Emmanuel Macron ne va pas dire que dans les années 30, elle était plutôt considérée comme libertine que libre. À Vienne, quand elle va à Vienne pour la première fois dans sa tournée européenne, l'Église catholique fait sonner toutes les cloches parce que c'est scandaleux, n'allez pas la voir. Vous imaginez la pub absolument considérable, toutes les cloches qui sonnaient en même temps. En Allemagne, pareil. Donc elle avait ce côté sulfureux. Oui, mais aujourd'hui, les féministes la trouvent peut-être pas assez radicale, justement. C'est vrai qu'elle n'a pas tenu de discours sur le droit des femmes. C'est plutôt le côté ethos, le côté de sa vie personnelle, la manière dont elle gérait sa vie, qui faisait que, oui, c'est une figure féministe au sens où regardez la vie de Joséphine Baker. Une figure d'avant-garde même. Oui, une figure d'avant-garde féministe. Sixième femme au Panthéon, Jean-François Decrène, lorsqu'on regarde les statistiques, parce que vous nous avez expliqué qu'il y en avait beaucoup plus. Même en regardant les statistiques au sens large, on est encore loin de la parité. Et ça sera la conclusion, d'ailleurs. Loin de la parité encore au Panthéon. Effectivement, loin de la parité. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Roselyne Febvre, peut-être sur le plan politique, un peu de chemin à faire. Sur la parité ? Oui, là j'ai le sentiment aujourd'hui que on essaie d'équilibrer au gouvernement la parité est en tout cas visible, mais c'est peut-être dans les entreprises qu'il y a encore du chemin à faire, et peut-être on peut s'inspirer en tout cas de la liberté et de ce personnage qui effectivement porte. Moi, ce qui me frappe, juste pour conclure, chez cette femme, c'est qu'en fait, elle fait partie de celles qui avaient une cause plus grande qu'elle. Alors bien sûr, on n'a pas parlé des zones d'ombre de Joséphine Baker, mais il y en a sûrement beaucoup, parce qu'on est tous dans notre humanité, et voilà, on porte des choses d'ombre et de lumière. Et pour l'instant, on regarde ces lumières, mais elle avait sans doute une part d'ombre, mais elle a pu les dépasser. C'est ça qui est beau chez ce personnage. Petit mot de conclusion. Oui, je dirais aussi que c'est la première artiste donc noire du spectacle vivant à entrer au Panthéon, que l'on a vu nue. Et en fait, ça montre bien qu'en fait, les personnes qui ont composé la grandeur de la France, ne sont pas que des généraux, des militaires, des scientifiques et des écrivains.
Voilà, puis il y a un projet d'un biopic sur Netflix. Donc, en tout cas, elle va en inspirer cinéma et série Joséphine Baker. Il y aura probablement beaucoup de saisons. Et peut-être qu'il y aura la part d'ombre également de Joséphine Baker dans cette série. Elle était entêtée. Merci beaucoup Jean-François Decrène d'avoir été avec nous. Merci François Durper. Merci Roselyne. Merci beaucoup à vous Carole B. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24. La 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 Paris, Paris de mes amours, il n'y a rien à faire, on te revient toujours. Paris, quand je suis là devant toi, tu ne me empêchais de te dire ma joie. Et tes vieux murs, tes verres bien, tes marrons.